Bonjour chers amis téléspectateurs d'Afrique 1 TV. Vous êtes à l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire avec votre émission préférée, Le Tour du Monde. Nous avons comme invité ce jour monsieur le journaliste Kerwin Maïzo, qu'on ne présente plus, mais on vous laissera le temps qu'il puisse se présenter de lui-même. Bonjour monsieur Kerwin Maïzo. Bonjour William et Toutou, on va laisser tomber le monsieur parce qu'on est entre nous et c'est un honneur d'être invité pour cette grande première. Donc, comme vous avez compris, à la présentation de l'émission, c'est William James et Toutou, notre invité, monsieur Kerwin Maïzo, le grand journaliste congolais installé depuis en France. Sans plus tarder, nous allons essayer de décortiquer un peu l'actualité qui prévaut en République démocratique du Congo. Notre sujet du jour, c'est les velléités du changement constitutionnel en République démocratique du Congo. Nous allons épilcher tous ces sujets avec notre expert monsieur Kerwin Maïzo. Nous allons passer à la première question de savoir, monsieur Kerwin Maïzo, en tant que journaliste installé en France, comment avez-vous accueilli les récentes déclarations de monsieur Tshisekedi comme quoi voulant faire les changements constitutionnels? Bon, j'ai suivi le président Tshisekedi qui disait que la constitution actuelle ne convient plus à la République démocratique du Congo. Il faudrait doter ces pays d'une constitution digne de ce nom. Et les commentaires sont allés un peu dans tous les sens. Sauf que les politiciens congolais, dont le président Félix Tshisekedi, nous ont mis dans un paradigme où nous devons accepter la situation actuelle et débattre sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il ne faut pas améliorer. Donc du coup, il nous a mis dans une posture où on doit commenter sur le changement de constitution. Oh, c'est pas ça la vraie question. Le problème du Congo, si on pose un vrai diagnostic, le Congo est un pays qui a été agressé depuis 1900, officiellement 96, mais en réalité 94. Cette agression est définie dans la résolution 3314 du 14 décembre 1974, 33e Assemblée générale des Nations Unies. Et après l'agression, les armées ou les troupes étrangères qui sont entrées au Congo, dont l'armée rwandaise, sont restées au Congo. Et dernièrement, l'ONU a parlé de plus ou moins 4000 militaires rwandais sur le territoire congolais. Ce qui viole les règlements de la haie de 1907, article 49 sur l'occupation. Donc si on est d'accord que le Congo a été agressé, le Congo a été occupé, la priorité du Congolais devrait être la libération du pays et non de discuter sur le sexe des anges. Alors, lorsqu'on nous dit constitution qu'il faut modifier, on parle de quelle constitution? De la constitution du 28 février 2006. Qui est issue d'un texte qu'on appelait la constitution des belligérants. Et la constitution des belligérants, c'est quoi? C'est la constitution issue des discussions ou du dialogue, ce qu'on a appelé pompeusement dialogue intercongolais de Sun City, du 19 avril 2002. De ce dialogue est issu un document qu'on a appelé la constitution des belligérants, qui se trouve être l'ossature de la constitution actuelle. Or, le paradigme, c'est quoi? Il faut balayer Tshisekedi, toutes les institutions, pour avoir un pays nouveau. C'est-à-dire, il faut balayer les hommes, les institutions qu'ils animent, et les textes dont ils se servent pour animer ces institutions. C'est-à-dire, on balaye le président, le gouvernement, on balaye tout.
on change... J'ai remarqué que vous êtes allé un peu vite en besogne parce que lui-même, le président Tshisekedi, a dit que ces débats, les acteurs de la société civile ont posé ça sur la table. Maintenant, lui, ce n'est pas de sa compétence d'intervenir là-dessus. Il attendra que la constituante se constitue pour qu'il puisse vraiment se décider de ce qui touchera le changement ou pas. Bon, maintenant, vous l'accusez déjà de toutes les mauvaises intentions. Non, je ne l'accuse même pas de mauvaises intentions. Je suis en train de mener un débat de fond. La question, ce n'est pas un changement de constitution. On doit changer, je suis désolé, cette feuille de chou. On doit. Il a raison, on doit changer ces textes. Mais le problème, ce n'est pas que de changer les textes. Il faut commencer d'abord par chasser tous ceux qui sont au gouvernement de Vichy, congolais, parce que c'est vraiment un gouvernement de Vichy. Tout à fait, oui. Ensuite, détruire toutes les institutions vichyistes congolaises. Et enfin, avoir un texte qui va accompagner la refondation de l'État congolais. Tout à fait. Pourquoi? Parce que vous savez, une constitution, pour avoir une constitution, généralement, il faut 5 étapes. Élaboration, adoption, référendum, promulgation et publication au journal officiel. Exact. Toutes ces étapes, c'est un contrat social entre les habitants d'un pays. Tout à fait. Hein, ce n'est pas une affaire avec les étrangers, non, ça concerne les nationaux. Regardons d'abord l'élaboration. Cette constitution a été élaborée à l'université de Liège par un groupe d'intellectuels dirigé par Bob Kabamba, qui doit avoir déjà la nationalité belge. Tout à fait. Il est d'origine congolaise principalement. Certaines sources parlent même qu'il est congolo-rwandais. Bon, mais c'était à l'université de Liège. Autre chose. Pour un pays où il y a beaucoup d'intellectuels, c'est honteux. C'est lui qui l'a rédigé. Mais l'élaboration ou la base, l'ossature du texte est partie de Sun City. Dans ce qu'on a appelé le dialogue intercongolais. Oh, c'était pas un dialogue, c'était pas un dialogue intercongolais. C'était que le Congo a été agressé par l'armée de l'UNAR, l'Union nationaliste rwandaise, c'est-à-dire un groupe de gens, de l'ancien parti politique suprématiste et raciste qui a dirigé le Rwanda vers les années, disons, avant les indépendances. Disons, c'était un parti politique pendant la période coloniale. Tout à fait. Et c'est ce parti politique qui a dirigé le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Donc, lorsqu'ils ont agressé le Congo, on nous met à genoux. Hein, l'AFDEL, hein, ils ont appelé ça l'AFDEL, mais c'était l'UNAR. Le 17 mai 1997, ils arrivent à Kinshasa. Lorsque Laurent Désiré Kabila les a chassés, ils sont revenus le 2 août 1998. Exact. Et le 2 août 1998, ils vont occuper une partie du pays et provoquer une guerre sous le label RCD Goma. Lorsque le Congo s'est retrouvé presque à genoux après avoir perdu la guerre, ils ont imposé au Congo un dialogue à Sun City. Logiquement, quand on perd une guerre, on signe un traité de paix. Tout à fait. On ne fait pas un dialogue avec l'agresseur ou celui qui a perdu la guerre. On signe un traité de paix. Mais à Sun City, au lieu de signer un traité de paix, on nous a pondu un document qu'ils ont appelé Constitution des belligérants. Déjà, c'est dichotomique. La Constitution, c'est un contrat de société entre les nationaux. Ce n'est pas un contrat entre les belligérants. Il faut définir les belligérants, ceux qui se battent, c'est qui? Mais quand vous avez dit qu'on vous a imposé, on nous a imposé, qui vous a imposé? À Sun City, il y avait les vainqueurs de la guerre, les Rwandais et les Congolais. Donc on ne pouvait pas déjà appeler cela dialogue intercongolais. C'était un dialogue entre les vainqueurs de la guerre et les Congolais. Donc on aurait dû signer un traité de paix et non aller faire un dialogue qui a fait sortir cette constitution. Pourquoi? Parce qu'il visait un objectif dans ces textes, c'était le truffer des pièges. Parce que quand on revient en arrière, on voit que le mouvement tel que le MLC ou l'AFDEL, ce sont des mouvements belligérants qui se sont mués en partis politiques plus tard pour maintenant participer à ces dialogues. Dont le MLC a été créé en Ouganda par Museveni, donc c'est l'UNAR.
Le RCD a été créé... Officieusement. Non, 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 c'est intellectuellement et scientifiquement. Ah bon? Ce n'est pas une histoire officiellement. Vous avez des oui, les MLC, les Luganda oui. Et même Jean-Pierre Bemba, lui, l'avoue. Et l'Ouganda, c'est l'autre pendant du lunar. D'accord. Bon, le RCD a été créé à Kigali et on a mis juste des Congolais devant notamment le professeur Wamba Dawamba, qui était professeur à l'université Makerere en Ouganda, pour congoliser un peu la rébellion. Oui. Du coup, quand on congolise une agression, ce n'est plus une agression, ça se transforme en rébellion. Oui. Parce que si c'était des étrangers, ça serait une agression. Lorsqu'on les congolise, ça devient une rébellion. Or, l'agression... Oui, mais pensez-vous qu'à ces jours, tous ces mouvements des ex-rebelles ont coupé le cordon ombilical avec ces groupes dont vous... Ce n'est pas des mouvements rebelles, il n'y a aucun cordon ombilical qui a été coupé, c'est l'armée rwandaise qui nous occupe. Jusqu'aujourd'hui, l'ONU l'a dit. Oui. Donc il n'y a pas de cordon ombilical à couper, c'est le Rwanda qui utilise des faux nez pour occuper le Congo. Donc ils arrivent à Sun City, ce qui les intéressait, après avoir gagné la guerre, ce qu'ils auraient dû mettre dans un traité de paix qui ne passerait jamais, ils l'ont mis dans la Constitution. C'est l'article 10. L'article 10 brise notre bloc de constitutionnalité. Tout à fait. Le bloc de constitutionnalité, pour expliquer de façon simple... On a parlé même de céder un peu la partie... Ça, je viens. On commence d'abord par l'article 10. Le bloc de constitutionnalité, pour faire court, c'est la coutume constitutionnelle. Ça dit ce qu'on trouve, on retrouve de façon récurrente dans toutes les constitutions d'un pays. C'est ce qu'on appelle bloc de constitutionnalité. Et dans la constitution congolaise, lorsqu'on parle de la nationalité congolaise, notre bloc de constitutionnalité dit ceci, que pour être congolais, il faut faire partie d'une des tribus ayant vécu sur l'espace devenu aujourd'hui République démocratique du Congo depuis 1885. Ça, c'est notre bloc de constitutionnalité. C'est tribu et 1885. Mais l'article 10 qu'ils ont pondu à Sun City dit quoi? Pour être congolais, il faut faire partie des groupes ethniques ayant vécu au Congo en 1960. Donc là, ils ont cassé des choses. Ils ont enlevé le mot tribu, qu'ils ont remplacé par groupe ethnique, et ils ont enlevé l'année 1885 pour les ramener en 1960. Ce qui veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas, ce qui veut dire que tous les Rwandais peuvent devenir congolais. Pour faire court, en fait. Et c'est des Congolais qui font une rébellion. Pourquoi leur souci de mettre dans une constitution un article qui donne globalement la nationalité congolaise aux Rwandais? Et je m'explique encore par rapport à cela. Groupe ethnique, ça veut dire quoi? Vous savez, nous avons... Bon, il y a des gens qui disent que les Rwandais ont toujours été là depuis... Non, c'est faux. C'est faux. Non, c'est faux. Ceux qui ont travaillé nous aussi, on a toujours été en France. Les Algériens ont toujours été en France depuis longtemps. Ce n'est pas pour une raison où les Algériens peuvent exiger dans les accords d'Évian, bon, tous les Algériens deviennent français et que Marseille devient Bagna, et on va les appeler les Bagna Marseille. Donc, mais à vous entendre dire, c'est comme si vous voyez un peu derrière, bon, j'anticipe un peu votre idée, vous voyez, on dirait qu'il y a toujours le Rwanda derrière cette volonté de changer la constitution. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que si déjà vous... le Rwanda n'a pas intérêt. Il a une constitution qui l'arrange. Si vous avez déjà l'idée que les gens ont été installés au pouvoir par le Rwanda et l'Ouganda que vous avez cité aujourd'hui. Donc, les liens ombilicaux n'est pas coupé. Donc, c'est que le business perdure dans ce sens-là. Oui, le business perdure, mais il ne faut pas toucher aux articles dont je suis en train de vous parler. D'abord, l'article... Ils ont changé, depuis Sun City, ils ont changé 1885 à 1960. Donc, il y a eu vraiment Ils l'ont changé dans le mauvais sens. Ouais. Pourquoi? Parce que quand je vous parle des groupes ethniques, c'est quoi? Vous savez, nous, au Congo, par exemple, il y a les groupes ethniques Bakongo. Oui. Hein, les Congo. Oui. Si vous dites tribu, on va vous dire Muyombe, Munyanga, Muyaka, ainsi de suite. Tout à fait. Mais si vous dites groupe ethnique, vous incorporez les Lari du Congo-Brazzaville et les Bakongo de Makela d'Osombo de l'Angola. Donc, en mettant groupe ethnique, un Lari du Congo-Brazzaville peut se présenter un matin en disant
il y avait les groupes ethniques Congo au Congo en 1960. Moi, je suis Larry du Congo-Brazza. J'ai renoncé à ma nationalité du Congo-Brazzaville. Je peux réclamer la nationalité parce que vous mettez groupe ethnique. Maintenant, on va prendre les groupes ethniques Lunda. On les trouve où? Au Congo, en Angola et en Zambie. Oui. Les groupes ethniques Ngala, on trouve les Sang en République centrafricaine. Oui. On trouve les Mboshi au Congo-Brazzaville. Oui, exact. Vous voyez les pièges. Les groupes ethniques, je ne sais pas moi, ceux qui ont des langues qui ressemblent au Kenya-Rwanda. On trouve les Rwandais, on trouve les gens de Rutshuru, et tout ça, on trouve les Lendu. Je crois les Ema, pardon, pas les Lendu, mais les Ema. Vous voyez donc les pièges. Donc, parce que s'ils laissaient tribu, on ne pourra pas démontrer que les Kinyarwanda est une tribu congolaise. Tout à fait, oui. Donc, il faut mettre groupe ethnique et rendre ça flou. C'est-à-dire que, si je comprends bien, il y a toujours des interférences qui sont infiltrées dans la vie politique congolaise, qui font que, voilà, on ne peut plus rien décider de nous-mêmes. Mais c'est ça que je demande. À San City, ce n'était pas un dialogue intercongolais, c'était un dialogue ou un sommet de reddition entre les vainqueurs de la guerre de 1996 et le peuple congolais vaincu. Donc, ils vont d'abord commencer par cet article 10 qui congolise, qui donne la possibilité de congoliser tous les Rwandais qui le veulent. Oui. Ensuite, il y a l'article 217 qui dit que le Congo peut céder une partie de son territoire au nom de l'unité africaine. Tout à fait, oui. Vous savez, en droit international, il y a un principe vraiment sacro-saint. C'est la réciprocité. Tout à fait, oui. Le Congo peut donner une partie de son territoire au nom de l'unité africaine. Tous les autres pays africains, en échange, ils donnent quoi? Parce que si le Congo peut donner une partie de son territoire au nom de l'unité africaine, le Rwanda peut faire de même, le Burundi de même, la Tanzanie de même, le Kenya de même, et au nom de l'unité africaine, on peut réclamer le Kilimandjaro, qui est le plus haut sommet d'Afrique, en se disant, au nom de l'unité africaine, nous autres les Congolais, on en a besoin. Donc, ils vont d'abord commencer par réclamer la nationalité. Ils l'obtiennent par l'article 10. Ils vont réclamer un territoire qu'ils obtiennent par l'article 217. Mais comme ils ne sont toujours pas congolais, ils vont prendre l'article 51 qui dit que la Constitution protège toutes les minorités. Le Congo a 450 ethnies. Aucune ethnie n'est minoritaire au Congo. Qu'on nous explique quelle est cette ethnie minoritaire que la Constitution doit protéger, puisque la Constitution est censée protéger tous les Congolais. Vous voyez les pièges. Mais cette constitution, si on s'en souvient bien, ça a été proposé au référendum avant que son adoption. Ben justement, je vous disais que pour avoir une constitution, il faut 5 étapes. Là, j'étais juste en train de démontrer qu'au niveau de l'élaboration, il y avait un grand souci. Ensuite, on va l'adopter dans un parlement où il y avait plein de Rwandais dedans, où il y avait des gens qui violaient l'ancienne constitution, c'est-à-dire des Congolais qui avaient d'autres nationalités. Or, la nationalité congolaise est une et exclusive. Donc du coup, si vous êtes américain, canadien, et même des citoyens rwandais, ils étaient au Parlement, ils viennent adopter une constitution avec des pièges pareils. Donc il y avait déjà un souci. Deuxième étape, l'adoption. Troisième étape, le référendum. C'est-à-dire demander à toute la population en âge de voter s'ils sont d'accord avec cette constitution. Or, nous nous souvenons qu'à cette époque, on n'a pas traduit cette constitution dans toutes les langues nationales pour que les gens la comprennent. On ne l'a pas fait. Et le référendum n'a pas été fait sur tous les territoires. Ça a été fait dans certaines grandes villes. Il y avait des problèmes de logistique. D'abord, les gens ne comprenaient pas ce qu'ils votaient parce que c'était qu'en français, pas en Swahili, pas en Lingala, pas en Kikongo, pas en Chiluba. C'était qu'en français. Et ils n'ont pas fait les référendums dans tous les pays. Donc, adoption, élaboration problématique, adoption problématique, référendum très problématique. Ensuite, la Constitution a été promulguée par qui? Par, alias Joseph Kabila. Quelqu'un qui a des problèmes de nationalité. Il a servi lui-même. Sa sœur a dit au Parlement qu'il a servi dans l'armée tanzanienne. Or, pour servir dans l'armée tanzanienne, il faut avoir la nationalité tanzanienne. Peut-il nous brandir un document où il a renoncé à sa nationalité tanzanienne pour devenir président Congo? Qu'il nous explique qu'il est né où? Il est né à Ewabora, à Mouenge. Il a dit qu'il est jumeau, mais comment se fait-il que lui soit né à la fois à Ewabora ou à Mouenge et que sa jumelle soit née au Tanganyika? Donc il y a déjà un flou autour de sa nationalité. Donc il y a déjà un problème au niveau
Et puis, il y avait cette histoire des 40 ans hein, pour exercer... Ouais, on a baissé l'âge pour adapter la Constitution en lui. Et la dernière étape, c'est la publication au journal officiel. Pour un document aussi vicié, ben, on ne peut pas dire que c'est opposable à tous. Parce que, déjà, au référendum, il y a des gens qui n'ont pas pu participer au référendum. Déjà, certaines personnes qui y ont participé n'ont pas tout compris parce que c'était dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, c'est déjà problématique. Donc, du coup, il y avait déjà des racines de... Donc, du coup, le débat, c'est comment mettre fin à cette situation. Donc, il faut mener une guerre de libération conformément à la Charte des Nations Unies, article 51, en tant qu'État. Lorsque vous êtes agressé, vous vous défendez. Mais, conformément même au préambule de la Charte des Nations Unies, nous avons un droit à l'autodétermination et nous, peuple congolais reconnu comme tel, nous sommes un peuple occupé, donc colonisé, parce que l'autodétermination, c'est l'autodétermination des peuples colonisés. Or, l'occupation, c'est une colonisation. Donc, on peut se considérer peuple congolais comme peuple occupé, donc colonisé. Donc, on a le devoir de nous autodéterminer, de nous défendre pour nous libérer. Et une fois qu'on se sera libéré, on va rédiger une nouvelle constitution, mettre en place de nouvelles institutions pour un Congo qui sera au rendez-vous du donner et du recevoir et qui jouera son rôle dans la région des Grands Lacs, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique australe, en Afrique et dans le monde. Oui, mais vous savez très bien, vous êtes un grand journaliste congolais installé en France depuis bien longtemps. Bien longtemps. Donc vous avez suivi tous les mouvements combattants qui ont émergé dans la diaspora. On a tenté de faire soulever un peu la population pour qu'ils se prennent en charge, mais tout cela ne marche toujours pas. Donc la population n'est pas encore consciente de son sort au point de refuser la dictature. Bon, comment on peut faire dans ces conditions avec un tel peuple qu'on appelle Oyo peuple Nini. Tu dis souvent notre ami. Non, il faut pas jeter la pierre sur le peuple congolais. Il faut que faire alors. Moi, je vous dis, le peuple congolais, c'est un peuple héroïque. C'est un peuple qui se bat contre la plus grande machine des morts dans ces pays, au monde. Vous savez, un Sénégalais, un Ivoirien, un Malien, il se bat contre la France, qui est une petite puissance. Le Congo se bat contre les États-Unis, les anglo-saxons, parce que le Congo, c'est le pays le plus riche. Le Congo, c'est le pays le plus riche potentiellement du monde. C'est un pays qui pèse 24 000 milliards de dollars potentiellement. C'est le seul pays au monde qui a tous les minéraux qu'il y a dans le tableau de Mendeleïev. 1100 minéraux. C'est un pays qui est devenu une espèce de facteur d'ajustement de toutes les politiques, de toutes les révolutions industrielles. On a accompagné la révolution, toutes les révolutions industrielles. Quand Dunlop a inventé le pneu, Léopold II a fait un génocide au Congo pour le caoutchouc. La Deuxième Guerre mondiale, l'uranium est venu de Chinkologo Katanga. Tout à fait, oui. Maintenant, avec la révolution du numérique, 80% des réserves mondiales de coltan. Donc, il s'agit maintenant de passer ton message au peuple congolais au vu de tout ce que vous décrivez comme défis qui se présentent face à nous. On est en train d'accuser les peuples congolais, ils ne font rien. Nous, on n'a pas d'État, on a des dirigeants corrompus. Je vous ai dit que c'est un gouvernement de Vichy. Le peuple congolais est seul au monde. Vous savez, le Congo est en train de vivre une guerre qui a fait plus de 10 millions de victimes. Et quand je parle de victimes en termes de morts, je ne parle même pas des viols, des déplacés. Parce que si on prenait les violés, les déplacés internes, les déplacés externes, les réfugiés donc, ça va faire peut-être 20-25 millions de victimes, dont plus de 10 millions de morts. C'est un peuple qui a tenu bon contre la machine à broyer, ce qu'on appelle communauté internationale, mais c'est les clubs occidentaux. Enfin bref, le Congo se bat seul contre l'OTAN. Tous les pays de l'OTAN ont des intérêts au Congo et le Congo se bat seul. Que le peuple congolais ait résisté pendant 25 ans, c'est un peuple héroïque qui se bat avec les moyens des bords. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un soulèvement populaire. Le soulèvement populaire, ça se prépare. C'est-à-dire, il faut qu'on ait de l'argent, un état-major,
des mobilisateurs, des agitateurs, des planificateurs, même des stratèges militaires. Il faut vraiment qu'on ait des informaticiens, des spécialistes en communication, qu'on ait par exemple des ONG, pas des ONG mais des organisations, je vais dire sociales, une certaine organisation sociale avec des points sensibles où on va mettre la nourriture, permettre aux gens de manifester comme sur la place Tahrir au Caire, ou comment les gens manifestent au Soudan. C'est quelque chose qui doit se préparer en longueur. Bon, que la société politique, qu'on appelle la classe politique, comprenne que le salut du pays, c'est le salut aussi de la classe politique. Donc il ne faut pas qu'il y ait comme une distinction entre la classe politique et la société civile. Il faut que la classe politique rejoigne la société civile afin qu'ensemble, qu'on se batte. Ce que les combattants ont fait, c'était des batailles. Et ils ont quand même gagné certaines batailles. Tout à fait. Bon, maintenant, il faut gagner la grande guerre. Quelle guerre? La guerre de la libération. Après, on va nous traîner dans des débats de distraction du genre, ouais, qu'est-ce qu'il faut modifier dans cette constitution? L'objectif de Tshisekedi dans la modification de la constitution, c'est de rester au pouvoir, de se pérenniser au pouvoir. Or, il y a une expression congolaise qui dit Tchakwa Botakanabo Umbute. Cela veut dire qu'un perroquet ne fait jamais de petits dans la captivité. Ou en captivité. Ouais. Alors nous, on veut que dans le microscope, qu'on fasse une petite tempête dans un verre d'eau. C'est-à-dire qu'on on se contente du verre d'eau, on modifie des choses dans le verre d'eau, au lieu de faire la tempête au niveau de la rivière ou de l'océan. C'est-à-dire, lui, s'il modifie la Constitution, ça ne sera pas pour modifier l'article 10. Ça ne sera pas pour modifier l'article 217. Ça ne sera pas pour modifier l'article 31. Mais ça sera quoi? Pour modifier le nombre de mandats. Parce que si on ne modifie pas le nombre de mandats, la modification en elle-même entraîne la remise à zéro du compteur. Bon, êtes-vous d'accord ou pas avec l'idée de changer cette constitution? Je suis d'accord avec l'idée de changer tous les systèmes qui dirigent le Congo, c'est-à-dire la constitution, les hommes qui utilisent cette constitution et les institutions animées par ces hommes. Changer la constitution seule ne suffit pas. Il faut d'abord chasser les dirigeants, mettre par terre... Mais qui doit les chasser? Le peuple congolais, c'est-à-dire la société civile. Et tous les moyens sont bons. Si on s'en tient à leur propre constitution, l'article 64 donne un ordre. Ce n'est même pas supplié au conditionnel, non. Lisez l'article 64. C'est un ordre. Lorsqu'une personne ou un groupe de personnes... Oui, mais vous venez de dire, de décrire une organisation qu'il faut faire pour essayer de parvenir à cette révolution. Est-ce que y a-t-il une organisation à l'heure actuelle? C'est le genre de choses, c'est le genre de choses qu'on ne dit pas dans les médias. Dans les médias, on dit pas dans les médias. Doit être secret. Secret. Ouais. Ici en France, il y a eu un Jean Moulin. Depuis que vous avez commencé à combattre dans la diaspora, vous avez quand même gardé beaucoup de secrets jusqu'à ces jours. Oui, on n'a pas toujours ces secrets ont permis que pendant 20 ans, le Congo ne soit pas disloqué ni éclaté. C'est parce que les gens se battent jour et nuit pour tenir les fils que les derniers encore ce pays. Les jours où ce pays sera libéré, les gens écriront l'histoire. Peut-être qu'en France, nous, on n'était pas nés en 1945, les gens ont dû prendre Jean Moulin pour un fou. Peut-être les gens se sont moqués du général de Gaulle. Tout à fait, oui. Les résultats. Wow, ça produit quelque chose. Oui, on a vu les résultats. Sinon, aujourd'hui, on ferait cette émission en allemand. Pour rester dans notre sujet, je vais poser la seconde question parce que nous avons vu dans l'opposition des individus tels que Moïse Katumbi essayer de fixer des lignes rouges par rapport à ces changements. Quelles seraient vos lignes, ta ligne rouge à ne pas dépasser dans cette histoire de changement de constitution? Au début de l'émission, je parlais des paradigmes. Et j'ai démontré que le pays était occupé. Dans un pays occupé, on parle des agresseurs, des occupants et des résistants internes, ainsi que des collabos. Agresseurs, occupants, résistants et collabos. On ne parle pas de pouvoir et d'opposition. Le pouvoir et l'opposition, c'est en démocratie. Donc,
le terme opposition, c'est un terme galvaudé. Oui. Il faut mettre opposition entre guillemets. Tout à fait. La ligne rouge à pas dépasser pour moi, c'est celui de continuer à accepter cette situation actuelle. Pour moi, c'est ça la ligne rouge. Donc, et l'obligation que tout le monde doit faire, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à la Charte des Nations Unies, c'est défendre. C'est-à-dire qu'il faut chasser toute la classe politique, j'ai dit bien. Ce que vous avez appelé les pouvoirs. Et ce qu'ils appellent pompeusement l'opposition, ils sont tous blancs, bonnet blanc, ils font partie de la société politique. Autrement dit, de la classe politique. Une classe politique corrompue, mais excessivement corrompu et toxique. Jusqu'à la moelle épinière, comme on dit. Corrompu, pourri et toxique. Il faut en finir avec cette classe politique. Tout à fait. La ligne rouge, c'est le statu quo. Et le progrès, c'est chasser tout ce monde. Tout à fait. Et refonder le pays. Ok, on comprend un peu. Donc, vous qui suivez de près l'actualité, que pensez-vous de la position de la société civile, notamment les voix comme celle de Jean-Claude Katende qui considère que la constitution actuelle est un outil d'unité pour le peuple congolais, qu'il faille pas les changer, les garder comme tel. C'est faux. C'est faux? Oui, pour apprécier la qualité d'une constitution, on se base sur deux choses. Comment la Constitution protège les droits fondamentaux et comment la Constitution organise l'équilibre des pouvoirs. Tout à fait. C'est des choses. Toutes les constitutions. Aux États-Unis, il y a la partie fondamentale et la partie qu'on appelle les amendements. Voilà. C'est partout. Même en France, si vous regardez, comment la Constitution française de 1958 protège les droits fondamentaux des citoyens et comment le pouvoir est organisé en France. En France, Bon, nous, on a une constitution qui ne protège pas déjà nos droits fondamentaux en tant que Congolais, parce que les agresseurs du Congo peuvent devenir automatiquement les Congolais, c'est-à-dire la constitution, c'est une porte d'entrée pour eux, pour récupérer la nationalité congolaise et une partie de la terre congolaise. Tout à fait. Et la constitution a introduit une notion de minorité au Congo. Au Congo, il n'y a pas de minorité parce que tout le monde est censé être égal. Minorité. Non, égal devant la loi déjà. Et tout le monde, il n'y a pas d'ethnie minoritaire, il n'y en a pas au Congo. Lorsque vous introduisez cette notion, c'est ça l'unité qu'ils appellent? Et comment ça organise l'équilibre du pouvoir? Quand on recopie bêtement la constitution belge et la constitution française, d'autres réalités, on a nos coutumes, on a nos mœurs. Bon, quand on recopie bêtement, c'est ce qu'ils appellent l'unité nationale. Vous savez, tous ces ONG-là, financés par... Parce que dans le préambule de l'actuelle constitution, c'était marqué, c'était pour mettre fin aux crises récurrentes de légitimité qu'on a connues. Ça, c'est de la phrase. Donc, finalement, nous sommes revenus toujours... C'est des phrases. On ne peut pas mettre fin, on ne peut pas mettre fin à une crise lorsque les étrangers qui ont provoqué cette crise par l'agression obtiennent ce qu'ils ont voulu, c'est-à-dire la nationalité, la terre et les statuts de victimes. Nationalité, article 10, la terre, article 217, statut de victime, article 51. Donc, pas besoin. Donc, nous devons effectivement, comme vous suggérez, de faire vraiment une révolution, quoi. Une révolution ou une guerre légitime autorisée par tous les textes internationaux. Bon, là, on va chercher maintenant à savoir, puisque nous sommes dans le domaine de la sécurité nationale, nous allons essayer de voir... dans l'Est du pays, il est souvent cité comme priorité constitutionnelle avant toute révision. Donc, il faut d'abord qu'on puisse résoudre la guerre de l'Est pour essayer de faire une autre constitution avec... toutes les composantes du pays, parce que dans des zones occupées, ça fait un bon moment qu'ils n'ont pas participé à la vie sociale ou civique, parce que étant occupés. Donc, le préalable serait d'abord de mettre fin à la guerre et puis chercher à faire tout ce que vous proposez. Ce n'est pas un préalable. Le problème de la guerre n'est pas dans l'Est du Congo. La guerre se trouve partout au Congo. Vous savez, le problème du Congo, c'est comme les cancers. Les cancers se trouvent à Kinshasa, la capitale, et dans l'Est, ce sont des métastases. Tout à fait. Ce sont des métastases. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est déjà aussi une guerre sémantique que les agresseurs nous mènent
pour nous faire croire que c'est un problème résiduel dans l'Est du pays. Non, les problèmes, quand alias Joseph Kabila a dirigé le pays, il n'avait pas mis la capitale à Goma. Il a dirigé le pays depuis Kinshasa. Toutes ces institutions corrompues, où se trouvent tous les membres du RCD Goma qui ont fait la guerre contre le pays? Les Rouberois, les Bizimakara, ils sont où? Ils sont à Kinshasa. Ils sont à Kinshasa. Donc on ne va pas dire que la guerre se trouve dans l'Est et que si on finit les problèmes dans l'Est, mais le système qu'ils ont mis en place à Kinshasa va continuer à perdurer. On ne va rien résoudre. Donc le problème est mal posé. La révolution doit être intégrale dans tout le pays. Une fois qu'on a mené cette révolution, il faut qu'il y ait des poursuites. Il faut déposer plainte partout à l'étranger contre des criminels qui ont massacré par millions le peuple congolais et tous ceux qui ont volé des minéraux au Congo, parce que c'est à la fois une guerre suprématiste, une guerre pour la terre, une guerre ethnique et une guerre économique. Il faut déposer plainte contre tous ceux qui ont pillé les richesses du Congo et les receleurs. Les grandes multinationales du cobalt, du coltan, de l'or, de la cassitérite, toutes ces multinationales, même de l'environnement, parce que c'est le Congo, est aussi un grand pays, vous savez, 60% des réserves d'eau douce d'Afrique se trouvent au Congo. Le plus grand poumon de l'humanité, c'est la forêt équatoriale du Congo. Sentez-vous une réelle volonté de la communauté internationale? On n'a rien à leur demander. Non, de retracer ne fût-ce que le parcours des minéraux qui sortent. Non, mais vous demandez aux voleurs de tracer les minéraux qu'il a lui-même volés. Parce que ceux qui pillent à l'est du Congo, comment s'y prendre pour maintenant essayer un peu de... On fait la guerre, on gagne la guerre et on prend des sanctions très dures. Avec quelle armée? On a entendu dire que... L'armée, ça s'est construit. L'armée, ça s'est construit. Lorsque l'Allemagne était arrivée... Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a la volonté de construire? Ce n'est pas une histoire de volonté, les compétences, ça existe. Nous sommes 110 millions, nous sommes dans toutes les armées du monde. Vous savez... Les Congolais sont brillants dans tous les domaines. Nous sommes un des rares pays africains qui a des professeurs d'université dans tous les grands pays du monde, à commencer par le Japon, la Chine, les États-Unis, le Canada. Rien qu'ici en France, sur le plan culturel, nous sommes 0,2% de la population. Nous générons 40% de tous les streamings musicaux qu'il y a sur Internet. 80% des chanteurs de R&B français sont d'origine congolaise. Nous sommes une grande puissance. Vous savez combien de Congolais il y a dans l'armée américaine? La seule fille noire connue qui pilote un F-16, c'est une Congolaise aux États-Unis. Vous savez combien de Congolais il y a dans l'armée canadienne? Y compris dans le domaine où on fabrique les armes, dans l'armée canadienne. Maintenant, prenons l'armée française, l'armée britannique, l'armée allemande, l'armée autrichienne, on a même des pilotes d'origine congolaise. C'est-à-dire, si on veut mettre en place une armée, on la mettra en place. Ne soyez pas fatalistes, ne soyez pas défaitistes. Les compétences, ça existe. Nous nous battons contre... des gens extrêmement puissants et déterminés, mais notre cause est juste, et on finira par le remporter. Et après, on va sanctionner toutes ces sociétés, on va déposer des plaintes dans chaque pays. Vous êtes une société, vous avez bénéficié des minéraux de sang du Congo, on dépose plainte dans un tribunal compétent dans votre pays d'immatriculation, et vous rendrez des comptes. D'accord, donc on a compris, nos amis téléspectateurs ont bien compris vos explications, on ne peut plus clair par rapport à la situation. Nous sommes malheureusement arrivés presque à la fin de notre émission. Ça passe vite comme vous. On sait que vous êtes une bibliothèque vivante. On peut toujours se ressourcer auprès de vous concernant la situation du Congo. On va essayer de voir pour la dernière question que nous allons vous poser, de savoir si vous deviez anticiper les prochains mois, comment pensez-vous que le débat constitutionnel va évoluer? Est-ce que voyez-vous l'issue pacifique à ces tensions entre les pouvoirs et l'opposition, puisqu'ils sont encore là? Donc, le Congo souffre d'une diplomite aiguë. Les Congolais adorent les diplômes. Ah, moi, je suis docteur en ceci, docteur en cela. C'est une occasion en or pour ceux qui souffrent des diplômites aigus d'aller démontrer leur connaissance constitutionnelle à la télé et d'aller débattre. Ça ne va mener les pays nulle part. Qu'ils se battent, qu'ils se tuent, qu'ils s'échappent, ce n'est pas notre problème. Ce qui compte pour nous, c'est la libération du Congo.
Tant que le Congo sera occupé, tous les jours, il y aura des morts. Tous les jours, il y aura des millions de tonnes de minerais qui sortiront du pays. Ce débat constitutionnel, c'est une distraction de Kinshasa de la part de ceux qui collaborent avec les occupants et qui voudraient que l'on puisse changer la constitution pour qu'ils puissent rempiler et faire les sales boulots. Vous savez, le Congo est en guerre. Je vais vous choquer. Pendant que l'on passe cette émission, le Congo est en guerre, mais il est en bonne relation diplomatique avec le Rwanda, parce que l'ambassade du Rwanda fonctionne à Kinshasa et l'ambassade du Congo fonctionne à Kigali. Cela s'appelle du masochisme diplomatique. Donc, vous êtes en guerre, je finis là, vous êtes en guerre, mais vous avez des bonnes relations diplomatiques. La frontière est complètement ouverte. Les douaniers congolais et rwandais travaillent dans un même bâtiment à Goma, comme les douaniers britanniques et français travaillent dans un même bâtiment ici à la gare du Nord. Vous allez nous dire que les dirigeants congolais se battent contre les Rwandais, c'est faux et archi-faux. Donc ce débat constitutionnel, c'est une distraction de très mauvais goût. Oui, nos chers amis téléspectateurs, on a suivi monsieur le journaliste Kerwin Maïzo qui nous a détaillé un peu les contours de la situation politique qui prévaut en RDC. Il nous a dit que tout ce qui se passe, c'est de la mascarade. Ce qu'il nous faut vraiment, c'est la révolution pour essayer de faire table rase de tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. En tant qu'experts, nous nous retrouverons dans les prochaines occasions pour nous dire davantage au fil de l'évolution de la situation du changement constitutionnel. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui dans l'espoir de vous revoir à très bientôt dans notre rendez-vous hebdomadaire que vous préférez. Merci à vous, à bientôt, messieurs et dames. Restez tranquilles chez vous et puis soyez à l'écoute de la télévision Afrique 1 TV. Merci, à bientôt.